Salut. Bon, alors aujourd'hui, je voulais parler de la Switch 2. Apparemment, il y aurait une autonomie qui est plutôt limitante. Apparemment, la batterie tiendrait pas. Ce que j'ai vu en tout cas sur les jeux, apparemment sur Zelda, elle perdrait 1% par minute. En gros, on pourrait jouer qu'une heure et demie, 2 heures avec sur du Zelda. Sur Mario Kart, en gros, tu pourrais, pareil, c'est du 2-3 heures aussi. Donc, enfin, Mario Kart en tout cas, World. Et donc, bah, c'est un peu dommage. Euh, Après, tu peux toujours brancher une batterie externe dessus. Hein. Faut pas dire que tout est moche. Hein. Certes, ils auront pu mettre une plus grosse batterie, mais qui dit plus grosse batterie aurait dit une console plus lourde et donc plus grosse, donc plus épaisse. Mais après, rien ne t'empêche d'acheter une batterie externe. Par exemple, tu peux trouver des batteries maintenant de 20 000 milliampères pour pas trop cher. Et par contre, évite les trucs chinois, hein, pour des trucs bien, tu vois. Et qui a le bon voltage de wattage de ton chargeur d'origine de ta Switch. De façon, par exemple, il y a plusieurs batteries. Il y a des batteries que tu peux acheter dans le commerce simple, hein, qui font du 3,7 volts. Mais alors que là, par exemple, si je prends la Switch 1, bah quand tu regardes sur le chargeur, c'est du 15 volts. Et en ampères, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du 5 ampères, mais je suis pas très sûr. Ou 3 ampères. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que les batteries conventionnelles qui sont dans le commerce, si tu prends une pas chère à Action ou dans les grandes surfaces, ce sera pas suffisant. Et il faut que tu prennes vraiment des batteries qui sont plus haut de gamme, qui vont te fournir plus d'ampérage et de voltage. Mais après, voilà, tu prends une batterie comme ça externe, et donc bah, t'augmentes l'autonomie de ta Switch. Après, tu peux tout à fait jouer tout en la chargeant. Certes, ça peut-être user justement la durée de vie de ta batterie, mais bon, en soi, je pense Vous que regardez du chill, euh, lo-fi, hip-hop en, sur en YouTube. deux, en 2 ans, Mais sur l'appli YouTube vu Music, que à mon avis, tu as et 2 ans de il y a des garantie, playlists qui veulent la... euh, ouais, pub là, Votre humeur du moment. sur les musiques. Je n'avais pas vu venir celle-là. Installez YouTube Music Premium. Et donc ouais, il y a des batteries. Ouais, bon, c'est un petit budget. J'ai vu, il y avait des batteries de 20 000 milliampères qui pouvaient aller monter jusqu'à 60 watts. Ça coûtait dans les centaines d'euros, entre 60 et 100 euros. Mais ça te permet de recharger plusieurs fois ta Switch 2 et donc bah, de l'alimenter totalement et dans des bonnes conditions. Et bah, ça te permet de doubler, voire tripler ta batterie sur ta Switch 2. Et donc, bon, certes, ça te fait un accessoire et un truc qui a du poids en plus. Mais après, en soi, si t'as pas la batterie, la console, en fait, elle reste fine, légère et donc confortable quand tu l'as dans les mains. Par exemple, tu vas recharger ta Switch. Bah, tu vas poser ta batterie sur une table, tu vas avoir ton câble, tu le mettre et tu vas porter la Switch et tu n'auras pas le surpoids de la batterie. Bah, s'ils auraient mis une batterie plus grosse, tu aurais un poids plus gros, comme on peut voir sur les Rogue Ally qui font plus de 600 grammes. Là, je pense que la Switch 2, elle doit être plus légère. J'ai pas regardé le poids en tout cas, je me suis pas renseigné dessus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, tu poses ta batterie, tu as ta console et elle est plutôt légère la console. Après, certes, il y en a qui se plaignent sur du plastique un peu cheap, je veux dire un peu de mauvaise qualité. Euh, c'est vrai que pour le prix quand même, 470 € ou 500 € pour certains, euh, moi personnellement, j'aurais été Nintendo, je serais parti sur de l'aluminium. Par exemple, un aluminium noir brossé, par exemple, ça fait plus premium, c'est plus qualitatif et c'est plus solide, j'imagine, que dans le temps. Et surtout, de l'aluminium, ça vaut pas très cher. Et en plus, ça évite de la pollution et parce que le plastique, bah, pour le recycler, c'est compliqué, quoi. Tous les plastiques ne se recyclent pas et donc faire un plaquage en aluminium, déjà en plus, ça aura permis à aider aussi la dissipation thermique. Donc, ça aurait été intéressant de mettre de l'aluminium. Euh, et je voulais parler aussi par rapport à l'écran. Et je crois que l'écran de la Switch 2, parce que moi je ne l'ai pas acheté, c'est du 1080p en portatif sur l'écran. Je sais plus combien fait, 8,7 je crois. Donc bah, personnellement, je trouve ça dommage. Moi, je serais plus parti, en tout cas, moi, en tant que de chez Nintendo, je serais plutôt parti sur l'écran 720p. Pourquoi 720p? Bah, ça permet d'en fait il y a moins d'usure de la batterie. Vu que bah, comme il y a moins de résolution, la résolution est moins haute.
tu uses moins de batterie parce que le GPU il a besoin de moins de mémoire, il a besoin de moins de faire de calcul, même c'est pareil pour le CPU parce que dedans c'est un GPU, c'est un CPU GPU, donc je sais pas si le GPU de la Switch a une mémoire interne, parce que ça voudrait dire que ça serait un GPU vraiment dédié. Et si c'est un APU, donc ça veut dire que c'est une graphique intégrée au processeur, mais qui puise dans la RAM. Donc si c'est un APU, c'est moins bien qu'un GPU avec une mémoire dédiée. Parce que la mémoire dédiée, en fait, la graphique, elle a sa propre mémoire et donc elle puise pas dans la mémoire RAM. Et si c'est un APU, c'est-à-dire que sur les 12 Go de RAM de la Switch 2, s'il te prend 4 Go, il te reste 8 Go pour tes jeux. Ça reste, c'est moindre. Et donc, moi, je comprends pas trop pourquoi ils ont pas sorti la version 16 Go, mais je pense qu'ils ont fait la version 12 Go déjà peut-être pour le prix. Et 256 après 256 Go en interne pareil, et ils ont mis un écran Full HD, donc ils ont fait l'effort quand même de mettre un écran Full HD au lieu de 720p, mais 720p ça aurait été intéressant aussi pour l'autonomie, parce que tu auras pu vivre plus longtemps. Après peut-être à mettre une batterie un peu plus épaisse, mais pas trop non plus, genre 30% en plus, ça aurait été bien. Pas un truc de 100%, tu vois, parce que ça aurait rendu la console beaucoup plus lourde. En fait, ce que j'aurais fait alors une Switch 2 avec un écran 720p. Euh, Ensuite, on garde les mêmes composants, hein. J'aurais mis le revêtement de la Switch, j'aurais mis de l'aluminium pour la dissipation thermique. Et j'aurais pas changé tout. En fait, je reste le plus neutre possible en fait dans mon approche. En fait, ouais, de mettre de l'aluminium et un écran 720p, comme ça, ça permettrait déjà. Déjà, en plus, ça leur coûte moins cher de mettre des écrans 720p. Et donc, la console, ils auront pu la vendre plus cher. Et donc, le fait de mettre de l'aluminium après à la place du plastique, que le plastique j'imagine que pour eux, c'est peut-être moins cher du plastique que de l'aluminium. Mais le fait de mettre un écran de 720p, c'est-à-dire une résolution plus petite, donc tu aurais payé moins cher, mais tu auras eu un revêtement en aluminium, ce qui revient peut-être plus cher, et donc ça équilibre plus ou moins le prix. Et donc tu auras eu quelque chose qui aura plus tenu au niveau avec la batterie, et pour quasiment le même prix. Euh, et en plus pour la dissipation thermique. Moi je pense qu'il y a aussi d'ailleurs sur la Switch 2, ils n'ont pas mis un écran OLED parce que je pense qu'ils vont sortir une Switch 2 OLED. Ça veut dire que cette console aura les mêmes caractéristiques sur certains points. Je pense qu'elle va passer de 12, la version Switch 2 OLED va passer de 12 Go de RAM à 16 Go, et en stockage interne elle sera plus à 256 mais à 512, et l'écran sera OLED. Je pense qu'ils vont garder aussi l'écran en Full HD, j'imagine. Et je pense aussi que je sais pas s'ils vont agrandir la console, mais peut-être qu'elle sera un petit peu plus grande. Peut-être que là, vu que c'est du 8,9 pouces, peut-être qu'ils vont la passer à 9 pouces, ou 9,3 ou un truc, mais ça va pas être un truc énorme. Parce que 10 pouces, après, ça devient un peu, c'est limite une tablette, quoi. Euh, mais en tout cas, ouais, il y a possibilité qu'ils augmentent un petit peu de quelques. C'est comme les PC portables, hein. Il y a les PC portables 16 pouces, 16 1 pouce, je crois, ou 16 pouces, ouais. Et il y a les écrans en 17,3 pouces. C'est pas beaucoup, c'est 1,3 pouces. Et l'écart est encore plus petit entre les 15,6 pouces et les 16 pouces. Il y a 0,4, tu vois, 0,4 pouces. Donc après, il est possible qu'ils augmentent de 0,4 pouces la Switch OLED, et justement elle a resté giga de RAM je pense, avec un écran OLED et 512 de stockage. Et après j'imagine que peut-être que le CPU sera revu, le CPU et GPU, donc peut-être qu'il y en aurait des fréquences un peu plus élevées, parce que dans la Switch OLED je sais qu'elle avait 6 Go de RAM, la Switch normale de base elle a 4 Go, elle est passée à 6 Go, et elle est passée en mémoire interne de 32 à 64. Donc si on suit la logique, c'est-à-dire qu'on passerait de 12 à 16 et de 256 à 512. Après, il y avait l'écran LED, elle était un peu plus grande. J'ai pas fait le ratio, j'ai pas regardé le ratio au niveau Switch 1 et Switch OLED euh, actuellement. Mais il faudrait que je regarde, et peut-être qu'ils feront une augmentation similaire que de la Switch OLED qu'ils avaient fait à l'époque. Donc on aura peut-être un écran un peu plus grand. Et donc par conséquent, ils vont peut-être mettre une batterie
de plus grande capacité. Ce qui est une bonne chose. Parce que rajouter 16 Go de RAM, bah, ça va être une bonne chose aussi. Parce que bah, si c'est un APU, bah, ça va permettre bah, la carte graphique à prendre si elle prend 4 Go de RAM, bah, il reste 12 Go. Donc bah, c'est complètement viable. Et si elle prend 6 Go, donc ils augmentent un petit peu plus la consommation de VRAM pour l'APU. 6 Go, bah, ça permet de laisser 10 Go quand même d'utilisation, donc plus que 8 Go quoi. Donc mieux que ça fait 2 Go de plus que la Switch 2 conventionnelle. Donc 16 Go ça peut être pas mal. Et les 512 de stockage, bah, c'est pour suivre la continuité parce qu'on passe sur la Switch normale, la première du nom, on était à 32,64, donc bah, on va doubler, donc 512 bah, pour les jeux dématérialisés. On voit bien que Nintendo part sur les jeux dématérialisés, ce qui est dommage. D'ailleurs les Game Keycards, moi je trouve ça un peu stupide, dans le sens parce que bah, c'est une clé qui est dedans. Vaut mieux pas. Personnellement, moi, j'aurais pas mis de cartouche, tu vois, limite mettre un code, voir la boîte, mais un code, euh, parce que ça fait de la pollution. Après, je comprends que les collectionneurs aiment bien quand même avoir leur jaquette et le jeu qui est dedans. Après, faut savoir que le jeu avec les Game Keycards, quand tu les mets dedans, une fois que tu as téléchargé le jeu, tu peux enlever ta Game Keycard, tu peux jouer au jeu sans la Game Keycard. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Euh, Après, dites-le dans les commentaires si je me trompe. Mais en tout cas, moi, je trouve ça dommage de mettre des Game Keycards. Moi, j'aurais été Nintendo, je serais resté quand même sur le matérialisé. J'aurais fait justement cette marque de fabrique. J'aurais été Nintendo, j'aurais continué dans le matérialisé en fait, et pas le dématérialisé. Euh, Mettre les jeux, en gros, bah, la totalité du jeu, en fait, sans forcément bah, en tout cas, la totalité du jeu. Bah, après, il y a des mises à jour qui se fait, hein, bien sûr. Par exemple, des mises à jour de patch, par exemple, s'il y a des bugs ou des choses comme ça. Mais en tout cas, la totalité du jeu dans la cartouche. D'autant plus que sur la Switch 1, il y avait des cartouches à 64 Go, hein, on allait jusqu'à 64 Go en interne. Et donc là, bah, avec la Switch 2, j'en suis sûr, on peut même maintenant atteindre les 256 facilement. Et après, par exemple, les Memoir 512, hein, on voit il y a bien des micro SD de 2 Tera, donc pourquoi pas des, 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 des cartouches de Switch 2 512 Go. Et après, bon, le seul inconvénient, c'est pour nous en tant qu'acheteur, en tant que joueur, si on achète un jeu, un gros jeu triple A, par exemple Red Option, ou par exemple, je sais pas, Clair Obscur qui va demander beaucoup de place dans la cartouche, bah le jeu, au lieu d'acheter le jeu, bah, par exemple, je sais pas, tu vas la payer 70 € le jeu, alors qu'un jeu, par exemple, comme Street Fighter, mais genre la version rétro, avec tous les Street Fighter rétro qui étaient sur la NES, Mega Drive et tout, qui font une version un peu, un pack sur une cartouche, bah il va te prendre peut-être 1 giga ou 2 gigas, bah ce jeu-là, tu paierais 40 ou 30 euros. Tu paieras moins cher parce que la carte qui est dedans a une moins grosse capacité, donc bah au niveau de la mémoire. Et donc bah, en fait, bah, on s'y retrouve un petit peu en tant que joueur, parce que bah voilà, tu achètes un jeu triple A, bah tu payes plus cher forcément parce que tu utilises une carte qui a plus d'espace de stockage. Et, euh, et ça aurait été logique et rationnel, mais par contre ouais 90 balles quand même pour Mario Kart. En tout cas moi je le prendrais pas en dématérialisé, ça c'est sûr. Euh, j'ai vu qu'il y avait quelques jeux quand même qui étaient comme Cyberpunk qui étaient aussi en version physique, mais moi j'achèterais pas les Game Key Cards ni les jeux à code à télécharger. Ma Switch, moi j'ai toujours joué ma Switch hier, je suis peut-être passé à côté de titres de jeux qui sont hyper intéressants, hyper beaux, peut-être graphiquement, etc. Ou qui a une histoire hyper intéressante. Euh, mais d'un côté de ça, moi je préfère quand même avoir mes jeux en version cartouche. Après, je dis ça, mais le dernier jeu que j'ai acheté pour la Switch 1, qui est Mortal Kombat, j'ai mis le jeu et je pouvais jouer hein, sans faire la mise à jour. Mais quand j'ai fait la mise à jour, ça m'a demandé 26 Go. Je sais pas d'où viennent ces 26 Go parce que moi j'ai pas vu de changement j'ai pas vu de changement significatif en termes de sur le dans le jeu. Mais je sais que en tout cas, quand j'avais commencé à lancer le jeu, je pouvais juste faire de l'entraînement et je pouvais pas faire les parties histoire et tout. Donc je pense que il devait avoir une partie du jeu qui était dans la cartouche et il y a une autre partie en version mise à jour. Et ça aussi c'est dommage. Il devrait mettre la totalité du jeu. Euh,
Mais en tout cas, ça me prend en tout cas moins de place que si j'aurais pris en dématérialisé avec la totalité du jeu, quoi. Euh, En tout cas, moi, je serais toujours pour du côté du dématérialisé, de l'occasion, etc. Parce que ça permet aussi de prêter ton jeu ou même de revendre ton jeu, donc d'avoir des marchés parallèles qui permettent de faire, de nourrir des personnes, hein, ou même des passionnés, des collectionneurs, des magasins encore physiques, hein, qui vendent des jeux. C'est leur métier, c'est même une passion pour eux. Et donc, faire vivre c'est justement en tenant position en tant que Nintendo, en disant non, nous on va faire que du matérialisé, et bah ça montre à PlayStation et à Xbox, eux qui font du démat, que voilà, que eux ils rentrent pas euh, dans le même processus numérique. Eux ils préfèrent avoir du matérialisé, du physique, du concret, quelque chose en fait qui proposent à leurs joueurs. C'est que voilà, ils certifient à leurs joueurs que même si les serveurs ferment, qu'ils pourraient toujours jouer avec leur jeu. Alors que certains jeux de PlayStation ou de Xbox, eux, si les serveurs ferment, ne peuvent plus jouer à leur jeu. Ça a été valable aussi, les Game Keycards. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu sur des vidéos, il y a aussi des CD de PS4 ou PS5 qui étaient sur Call of Duty, qui avaient juste en fait le code à l'intérieur. Tu mettais ton Blu-ray, et en fait, c'était juste un code qui était dedans. Et apparemment, ça viendrait de là. Enfin, euh, je sais, moi je reste mitigé quand même sur cette information-là. Euh, Parce que je pense il y avait aussi du dématérialisé bien avant, hein. Quand Steam est arrivé, c'est le début, ça a été le début du dématérialisé au niveau des jeux. Moi, je me rappelle aussi quand j'étais beaucoup plus jeune, dans mon adolescence, nous, c'était pas du dématérialisé. On avait des jeux en ligne, par exemple, même toujours maintenant, hein, qu'au début d'Internet, on avait des jeux, par exemple, on pouvait jouer par exemple à des casse-briques, des Tetris, etc., directement via la page du navigateur. Donc c'est un peu du cloud gaming, si je peux dire. Mais c'était dans les années 2000, 2001, 2002, on avait déjà ça, enfin, un petit peu plus tard quand même. Non, c'était plutôt en 2004. Mais en tout cas pour moi. Mais après, où ça a commencé, c'est comme les jeux, par exemple, qui existent toujours, hein. Le jeu O-Game, c'est un jeu qui joue par un navigateur, en fait, où on construit nos mines de cristal et de métal et d'Ethereum, et on doit gérer, coloniser nos planètes, augmenter notre technologie pour pouvoir coloniser plus de planètes, etc. C'est un jeu qui se joue par navigateur, et ça reste quand même, bon, certes, c'est par navigateur, c'est juste des images et tout, juste des trucs où tu dois cliquer, etc. Et puis il n'y a pas de vraie action, c'est pas vraiment, c'est pas un jeu, enfin c'est un jeu, mais c'est pas un truc en 3 dimensions, quoi. Mais ça reste quand même un bon jeu et de stratégie. Et quand tu pars par exemple avec ta flotte, si tu crées tes vaisseaux et que tu attaques une autre planète avec de la défense, et tu dois calculer sa technologie, tu dois envoyer une sonde ou faire écraser plusieurs sondes pour voir sa défense, parce qu'en fait ça révèle sa défense et sa puissance de feu, et donc ça te permet de savoir quel genre de vaisseau tu dois envoyer, des vaisseaux par exemple avec plus de boucliers, par exemple s'il a plus de canons ion, par exemple il va falloir que tu as plus de vaisseaux avec justement des boucliers énergétiques, et surtout des vaisseaux résistants, parce qu'après il y a aussi les lasers lourds, par exemple, qui vont faire des dégâts directs, mais il y a aussi les canons ions qui vont qui détruisent le bouclier. Euh, comment dire, le vaisseau le plus puissant dans ce jeu, je crois que ça s'appelle l'étoile de la mort. Et voilà, je crois qu'elle c'est 5 millions de métal, 5 millions de cristal et 1 million de tétérium. Elle est intéressante parce qu'elle a 1 million de Fred, c'est-à-dire de transport de ressources. Donc 1 million, c'est beaucoup parce qu'un gros transporteur peut transporter 25 000 euh, ressources, 25 000 unités de ressources, alors qu'un petit transporteur, lui, va transporter 1000 petits. Il me semble non, 5000. Je sais plus si c'est 1000 ou 5000. Mais en tout cas, ouais, non, c'est 5000. Il peut transporter 5000. Mais par contre, l'avantage du petit transporteur, c'est qu'il est plus rapide que le gros transporteur. Donc si tu as une grosse flotte de petits transporteurs, tu peux envoyer des ressources sur une de tes planètes, d'un point A à un point B, plus rapidement que si tu les enverrais avec un gros transporteur. Par contre, le gros transporteur, lui, il est un peu plus lent, mais il va porter 5 fois plus de ressources, 25 000. Donc 5 000, 25 000. Mais il est beaucoup plus lent. Donc après, c'est à toi, au niveau stratégique,
que tu veux. Et pour venir sur justement le vaisseau le plus puissant, l'étoile de la mort, le problème de ce vaisseau, c'est que certes, il est cher et il est très puissant. C'est plus un vaisseau de défense planétaire, en gros de défense de planète, que de vaisseau d'attaque. Tu peux l'envoyer en flotte attaquer, mais c'est un vaisseau extrêmement lent. Je crois qu'il a que 100 points en vitesse, alors que tu vas prendre par exemple des chasseurs ou des chasseurs lourds, même des croiseurs qui sont des vaisseaux plutôt équilibrés, qui sont à la fois rapides et puissants. C'est un petit peu mieux qu'un chasseur lourd. Et eux, ils sont à 1200, un truc comme ça. Donc c'est pour dire, en gros, si tu veux aller d'un point A à un point B, des fois, il te faut limite 10 heures ou 12 heures juste pour aller d'un point A à un point B. Après, certes, c'est intéressant parce qu'il a 1 million tu peux transporter 1 million de ressources. Ça équivaut à 40, 40 gros transporteurs. Mais disons que en soi, euh, ce vaisseau est intéressant, certes, parce qu'il a une grosse défense, une puissance d'attaque, tu peux même détruire des lunes avec. D'ailleurs, les joueurs, ils aiment pas trop ça quand tu as plein d'étoiles de la mort et tu détruis des lunes. Parce qu'en fait, pour créer une lune, en fait, faut envoyer à peu près 1400 et des poussières de chasseurs légers sur une planète avec suffisamment de défense pour détruire toute la flotte, en fait, de chasseurs légers. C'est pour le minimum, hein. Donc, en gros, tu en envoies 1500 à peu près. Et en fait, il faut que ton adversaire a suffisamment de défense. Et donc, des fois, il y a des gens qui, entre joueurs, entre amis par exemple, ils s'attaquent justement pour avoir une lune. Parce que la lune te donne certains avantages. Et donc, avec 1500 gros transporteurs chasseurs légers, bah, ça te permet d'avoir à peu près 20% de chance, donc une chance sur 5, d'avoir une lune. Après, les probabilités de ta lune, elle peut être petite, elle peut être t'as des tailles de lune différentes. T'as des lunes qui sont de 6700 kilomètres carrés, je crois qu'ils appellent ça comme ça, et il y en a d'autres qui vont être plus dans les 9000. Et je sais pas si ça change quelque chose, parce qu'après, quand tu es sur la Lune, en fait, après, tu peux construire sur la Lune, tu peux construire des usines des chantiers spatials, donc pour créer des vaisseaux, ou mais le problème, c'est que tu peux pas extraire de ressources sur la Lune. Tu peux pas extraire du métal ou du cristal. Par contre, de ta planète, qui est la planète à côté de la Lune, tu peux envoyer des ressources. Ça va extrêmement vite, ça prend 1 minute. Donc, tu envoies tes ressources directement de ta planète à la Lune. Et en fait, ça te permet aussi de créer des portails de téléportation. C'est-à-dire si tu as deux planètes qui sont éloignées par exemple, tu as une planète qui est sur une galaxie 1 et une autre qui est sur une galaxie 9. Bon, pour traverser 9 galaxies, c'est super long. Et bah, tu peux utiliser ta lune avec tes vaisseaux et les faire téléporter de ta lune à l'autre lune qui a sur l'autre galaxie. Et c'est instantané. Et ça te permet de gagner du temps en fait. Il me semble, je sais plus si ça demande de l'énergie ou pas, euh, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Mais en tout cas, tu peux téléporter tes flottes. Il me semble que par contre, tu peux pas remplir tes transporteurs en ressources et les envoyer se téléporter sur l'autre planète qui a la galaxie plus loin. Il me semble que les ressources sont détruites, il me semble. Ou à moins que ça ait été corrigé. En tout cas, moi, c'était le cas. Donc, tu es obligé de faire quand tu fais du transport de ressources. Et en fait, quand tu es un mineur, quand tu joues en fait en tant que mineur, c'est-à-dire en tant que tu vas extraire beaucoup de ressources et tu vas beaucoup te développer ta base en termes d'extraction. Et après, il y a d'autres qui vont se spécialiser, par exemple, dans le cristal, qui vont plus monter leur mine de cristal, d'autres qui vont plus se personnaliser dans le détarium, d'autres plus dans le métal. Mais moi, personnellement, beaucoup de joueurs, en fait, montaient beaucoup leur cristal et métal et très peu le détarium. Parce que, en fait, ça demande beaucoup d'énergie, en fait, les usines d'Ethereum. Ça demande plus d'énergie une, une usine à métal ou à cristal. Et donc, les joueurs en général montaient pas trop ça. Alors que moi, j'avais un ratio par exemple, si je montais ma mine de métal à 30, ma mine de cristal est aussi à 30. Par contre, ma mine d'Ethereum était à 25. Il y avait toujours 5 niveaux de décalage. Et donc, quand je montais de niveau, à chaque fois que je montais d'un niveau, j'avais toujours 5 points de décalage, donc j'avais pas un gros décalage. Et donc quand tu arrives à un niveau, tu arrives tes mines, ça arrive à peu près au niveau 30, 30, 35, et que tu as ta mine de Detherium qui est à 30, voire plus, ça te coûte énormément de ressources, et là tu peux être considéré comme deux tiers, c'est-à-dire que tu crées du Detherium, par exemple pour les raiders, par exemple en tant que mineur, toi tu n'as pas une grosse flotte, tu as plutôt une petite flotte défensive, ou plutôt une flotte qui va être composée essentiellement d'étoiles de la mort, uniquement pour protéger tes planètes.
d'attaque pour protéger tes ressources. Et tu auras beaucoup de transporteurs. Et le but du jeu d'un mineur, c'est d'avoir énormément de gros transporteurs et de prendre toutes tes ressources de chaque planète et de les envoyer d'un point A à un point B de façon la plus lente. C'est-à-dire tu la mets à 10% et en gros par exemple tu vas aller sur un point A à un point B, ça va te prendre 8 heures ou 9 heures. Et par exemple le soir avant de te coucher, tu envoies ta flotte, tu prends toutes tes ressources, tu l'envoies sur la planète le plus lent possible, ça, tu sais que ça va te prendre 9 heures ou 10 heures et tu sais que tu as 10 heures de sommeil et une fois que tu arrives au bout de 10 heures, bah, tes ressources arrivent sur ta planète, il faut absolument que tu la renvoies sur une autre planète pour pas que tu te fasses piller tes ressources. Et donc, bah, le but du jeu, bah, c'est de ghoster un peu tes ressources. On reparle après.